Nous allons véritablement rentrer dans cet acte 1 qu'on appelle les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits d'un arbre qui donne des belles fleurs, des beaux fruits. Et vous savez que l'important pour nous dans ces journées, dans ces matinées du Paris Luxury Summit, c'est que vous ayez ce qu'on appelle en anglais des take-away, des petites choses que vous allez pouvoir emporter et que vous allez pouvoir utiliser dans votre pratique quotidienne et surtout dont vous allez pouvoir tirer le maximum de profit en termes de stratégie, en termes de chiffre d'affaires, de retour sur investissement. Donc on est vraiment, même si le thème est un peu barré, on est dans l'utile et on est dans l'immédiat. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va se tourner vers ceux qui sont nourris de sociologie, qui décryptent les tendances, qui regardent les réseaux, qui voient les grands mouvements et les grandes mutations s'annoncer. Et donc, c'est les équipes du groupe IFOP qui nous ont apporté, comme tous les ans, une étude exclusive. Et là, c'est vraiment l'hybridation à la loupe, l'hybridation par les chiffres. Et j'appelle donc le directeur général de Sociovision du groupe IFOP, Rémi Oudriri. La scène est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci Ariel. Alors hybridation, je rappelle que c'est un concept qui vient de la biologie, c'est le croisement de deux variétés, de deux espèces, et c'est vrai qu'aujourd'hui notre époque est marquée par l'hybridation, tout se croise, tout se mélange, tout se métisse. On travaille chez nous, on travaille de façon hybride, on s'habille de plus en plus de façon hybride, mêlant les genres, mélangeant les codes, etc. Et on est vraiment entré, alors l'actualité chaque semaine nous apporte son lot d'hybridation, je pense à Netflix par exemple qui annonce qu'il va se lancer dans les parcs d'attractions, voilà un bel exemple d'hybridation. Et puis bien sûr le luxe, depuis pas mal de temps, est dans cette logique de l'hybridation. J'ai envie de dire que 2024, c'est une année où on a vu le luxe s'allier au sport avec les Jeux Olympiques. Rappelez-vous cette très belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où on a vu clairement le luxe présent à chaque étape, montrant par là un formidable témoignage d'hybridation. Alors l'hybridation, il y a énormément de papiers publiés, il y a énormément de littérature sur le sujet, mais il y a peu d'études finalement qui essayent de comprendre comment la clientèle du luxe aujourd'hui reçoivent cette hybridation. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que ça apporte de la valeur? Donc c'est précisément l'étude que nous avons conduite auprès de clientèle du luxe. Donc les clientèles du luxe, c'est le cercle premier de ceux qui achètent de la joaillerie, de l'horlogerie, de la maroquinerie. On s'est associé à notre partenaire, Dinata, qui est spécialiste des panels à l'échelle internationale et qui nous a aidé justement à identifier une cible rare qui est celle des clientèles du luxe sur 3 continents, en Chine, aux États-Unis et en France. On a interrogé 400 personnes. Et comme ça vient d'être rappelé, le luxe est en train de traverser des turbulences. Je voulais, avant d'entrer dans le sujet de l'hybridation, donner quelques nouvelles, puisque le terrain a été réalisé il y a quelques semaines de cela, donc c'est tout frais. Alors ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, aujourd'hui, les clientèles du luxe ont conscience qu'il y a une inflation qui touche l'essentiel des catégories du luxe. Une grande partie de ces clientèles sont plutôt compréhensives, mais il y a quand même, notamment en Occident, un certain nombre de clients réguliers du luxe qui trouvent que parfois ce n'est pas justifié que cette inflation. Pour autant, ce qu'on observe bien, c'est que cela ne remet pas du tout en cause le rapport au luxe de ces clientèles. Au contraire, vous voyez, quand vous leur demandez par rapport à il y a 2 ans, est-ce que votre attitude a changé par rapport au luxe, les gens non seulement n'ont pas changé leur attitude, mais même pour certains, une grande partie, aiment davantage le luxe qu'auparavant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le luxe garde sa valeur auprès de ceux qui l'aiment. Et quand on leur demande également est-ce que par rapport à il y a 2 ans, vous achetez plus, moins, autant de produits, vous voyez, ceux qui ont réduit la voilure sont beaucoup moins nombreux, ce qui n'est pas en soi surprenant, puisque je rappelle, dans le luxe, il y a le premier cercle, le cercle des fidèles, et puis il y a bien sûr le second cercle, c'est celui-ci qui souffre aujourd'hui, celui qui consomme le luxe de manière plus occasionnelle et qui manque à l'appel aujourd'hui et qui explique les turbulences. Et puis un dernier point sur le sujet, les dupes dont on parle beaucoup, finalement, on peut convaincu le premier cercle. Les clientèles du luxe préfèrent acheter, toujours valorisent les produits faits main, les produits exclusifs, les produits personnalisés. Et même si le phénomène des dupes les touche un peu, ça reste
ça reste minoritaire. Alors, il y a une résilience du luxe qui est évidente et qui est plutôt une bonne nouvelle. Quand on regarde dans l'enquête qu'on a faite, pourquoi cette résilience, eh bien, quand vous regardez les motivations aujourd'hui des clientèles du luxe, la première, de très loin, c'est le bien-être personnel et le plaisir. C'est-à-dire que le luxe, aujourd'hui, c'est au fond une façon de se faire du bien, c'est une façon de s'évader par rapport à une actualité qui est particulièrement anxiogène. C'est aussi un élément de valorisation personnelle comme ça l'a toujours été, et puis c'est aussi un investissement. Ce qui fait que la résilience du luxe aujourd'hui, elle n'est pas surprenante, puisqu'elle active deux dimensions fondamentales aujourd'hui, la dimension émotionnelle, et on a besoin d'émotions, mais aussi la dimension rationnelle, parce qu'à la fin, acheter des produits de qualité, c'est un investissement pour le futur. Alors, venons-en à notre sujet, l'hybridation. Comment les clientèles du luxe perçoivent cette tendance à l'hybridation qui touche le luxe? Alors déjà, quand on parle d'hybridation, il y a différentes manières d'hybrider. On en a identifié 4 et elles sont classées là par ordre d'importance auprès des clientèles. La première, la plus attendue, c'est la programmation. Les clientèles du luxe aiment que les marques de luxe leur proposent des événements exclusifs, soit programment des festivals de culture, comme ça s'est vu récemment en Chine par exemple, des expositions de plus en plus. Tout ça est très apprécié. Deuxième façon d'hybrider, la pop culture, c'est-à-dire de suivre des tendances de la culture populaire, avec des phénomènes assez marquants de ces dernières années. Le manga investi par les marques de luxe. On a vu Naruto associé à des marques de luxe. On a vu One Piece, la série à succès. On a vu le jeu vidéo, Animal Crossing, Gran Turismo, etc. Enfin, voilà, le luxe investit la sphère culturelle populaire. Et ça a plutôt tendance à fonctionner parce que c'est attendu par le public. Il y a aussi les collabs, la collaboration. Également, alors j'ai parlé du sport tout à l'heure, un cas d'école, c'est Air Jordan et Dior, qui est resté dans les annales comme un cas marquant, mais il y a eu énormément comme vous le savez, de partenariats dans le sport et dans bien d'autres domaines. Et c'est également quelque chose d'attendu. Et puis enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler le lifestyle, c'est-à-dire le modèle d'hybridation où vous devenez une marque lifestyle. Armani, de ce point de vue-là, est un peu le précurseur. Il y a une quinzaine d'années, rappelez-vous, lorsqu'il lance sa chaîne d'hôtels, son premier hôtel, etc., suivi ensuite par Fendi et par bien d'autres. Là aussi, il y a une attente des clientèles du luxe parce que c'est une façon d'adhérer à une philosophie, d'embrasser une philosophie, la philosophie de la marque. Alors quand on regarde ces différentes façons d'hybrider dans les différents pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rôle de programmateur qui est joué aujourd'hui dans le secteur du luxe, mais c'est un rôle très apprécié et très attendu. C'est une manière de prolonger l'expérience à travers des événements qui finalement donnent du sens à l'ADN de chacune des marques. J'attirais votre attention sur la Chine, où on voit que la pop culture est très attendue. Et là, bien sûr, ça traduit la jeunesse du public chinois et évidemment les attentes très fortes en ce domaine. Alors, après, il y a les collaborations qui se sont multipliées, qui se multiplient. Il y en a beaucoup qui sont annoncées. Les collaborations, ça séduit pas mal. Quand vous demandez s'ils aiment les collaborations des marques avec des marques d'autres secteurs, vous voyez que c'est majoritairement apprécié partout. Alors, particulièrement en Chine, les Français sont un peu plus réticents, puisqu'il y a en France un public un peu plus traditionnel qui voit d'un moins bel œil, je ne sais pas, l'association des cultures urbaines et des marques de luxe, mais globalement, on voit quand même que ça séduit majoritairement les publics. La raison, c'est que la collaboration, c'est une façon d'apporter de la valeur aux marques de luxe. La plupart des clients le reconnaissent. Oui, effectivement, la marque gagne de la valeur. Donc c'est évidemment très souvent une façon de conquérir un nouveau public, de développer de nouvelles opportunités, mais c'est aussi, in fine, on le voit bien, une façon d'apporter de la valeur. Alors, si on se place maintenant, on essaie de se projeter à moyen long terme, on essaie de voir finalement où sont les opportunités d'hybridation pour le futur. Sur une liste de 18 secteurs qu'on leur a proposés, voici le top 5. Vous avez les nouvelles technologies en premier. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le luxe doit embrasser la technologie, le futur, la modernité. Vous avez le voyage, qui est aussi un reflet des aspirations aujourd'hui de nombreux clientèles du luxe. L'art, l'exposition, aujourd'hui le luxe se place bien souvent, pas seulement en parrain de l'art, mais également en étant lui-même l'expression d'une culture artistique. Le sport,
Alors le sport, ça fait longtemps qu'un Rolex avec le golf, avec le tennis, etc. s'associe au sport. Mais là, on parle du sport populaire. Le fait que le sport populaire aujourd'hui s'associe aux grandes marques du luxe, plutôt exclusives. Le fait que des footballeurs désormais soient devenus de véritables ambassadeurs. Et puis, ça c'est intéressant, le cinquième, l'écologie, le développement durable, parce que ça c'est un champ nouveau. Et c'est intéressant que ça soit dans le top 5, parce que ça veut dire que là aussi, il y a peut-être une attente vis-à-vis des marques de luxe. Alors quand on regarde par pays, on s'aperçoit que le voyage et puis la dimension artistique est attendue partout. Après, c'est intéressant, là vous avez le top, non pas 5, mais tous les domaines qui dépassent 30% d'affinité. Et vous voyez tout de suite que, alors, aux États-Unis, alors en France, une particularité, c'est la gastronomie qui est attendue. Aux États-Unis, vous avez la musique et les cultures urbaines qui ressortent. Et puis en Chine, c'est intéressant, rien que le nombre est plus important que les autres. 9 versus 6, donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour l'hybridation qui est plus forte encore en Chine. Et puis les secteurs sont intéressants. Vous avez la nouvelle technologie, vous avez l'économie durable, vous avez l'intelligence artificielle, la décoration, vous avez la santé, je reviendrai sur la santé tout à l'heure, vous avez aussi les loisirs en pleine nature. Et vous savez que depuis la sortie du Covid, c'est un boom absolu dans cette activité, sur ce marché. Et là encore, il y a des opportunités qui s'offrent aux marques de luxe. Alors quand on fait le total de toutes ces initiatives, on voit qu'il y a un pôle, on va dire, art de vivre, qui rassemble l'hôtellerie, le bien-être, le voyage et la gastronomie, qui est déjà bien occupé. Vous avez un autre pôle plus futuriste, qui regroupe les nouvelles technologies, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Et puis vous avez un pôle patrimonial aussi, qui est important, qui résume le patrimoine, l'art, les livres. Voilà. Alors on avait une question intéressante qu'on a posée dans l'étude. On leur a demandé: pensez à votre marque préférée et quelle est l'expérience que vous aimeriez bien qu'elle vous propose. Et on leur a proposé 5 choix. Soit une expérience bien-être, soit une expérience santé, soit une expérience gastronomie, soit une expérience beauté, soit une expérience culturelle. Et je vais vous donner les résultats parce qu'ils sont intéressants par pays. Alors, si on prend la France, se dégagent 2 expériences, l'expérience gastronomique, l'expérience beauté. Je résumerai d'une formule, c'est l'art de vivre à la française, c'est la gastronomie, pensons au café, aux pâtisseries qui sont de plus en plus patronnées, sponsorisées par les grandes marques de luxe, la beauté, pensons au cristal de Baccarat qui s'allie avec Alain Ducasse, donc le mélange de la gastronomie et de la beauté. Les États-Unis, on voit beauté et culture. Là aussi, c'est intéressant. Je pense à Chanel qui vient d'ouvrir sur la 5e avenue à New York un temple dédié à la joaillerie et à l'horlogerie, où il célèbre ses propres créations, mais où il célèbre aussi la création d'autres artistes, donc le côté très culturel. Et puis la Chine est très intéressante. Vous avez la culture qui intéresse énormément les Chinois, notamment la culture française, le patrimoine français. Les quartiers, les Chanel ne cessent de promouvoir, de sponsoriser des expositions là-bas. Le comité Colbert à Shanghai récemment. Il y a la culture, mais il y a aussi la santé. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit là une véritable opportunité. Ça correspond déjà à une réalité. On part en vacances désormais pour se faire plaisir, pour vivre de belles expériences, mais aussi pour se soigner, pour entretenir sa santé. Et là, ça montre le choc qu'a représenté en Chine, comme il l'a représenté dans bien d'autres pays, le Covid. Le fait qu'on a pris conscience de l'importance d'entretenir son capital santé. Et donc s'offre ici une énorme avenue, j'ai envie de dire, aux acteurs du luxe pour proposer justement des expériences de qualité dans ce domaine. Alors pour terminer, je dirais que si on parle d'hybridation, et si on essaye d'explorer le futur, je dirais qu'il y a 3 choses qu'on peut retenir, qu'on voit très très bien dans l'étude. J'en ai parlé, mais c'est important de le rappeler. Les marques sont attendues, les marques de luxe sont attendues dans la cité, c'est-à-dire le fait qu'elles aient un engagement sociétal. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, dans le développement durable, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est attendu majoritairement aujourd'hui par les clientèles du luxe. La deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Les chiffres qu'on a obtenus confirment ce qu'on voyait l'année dernière, à savoir que les Chinois sont clairement en avance et en attente, sont convaincus que l'intelligence artificielle va apporter de la créativité aux marques de luxe. Et ça, c'est intéressant. Le public occidental, pour l'instant, est plus mitigé et préfère rester sur les fondamentaux, la main humaine, le savoir-faire humain, l'excellence humaine. Et puis, bien sûr, comment ne pas, quand on parle d'hybridation, dans des sociétés où on est à la fois propulsé dans le futur, nostalgique du passé, en perte de repères, le vintage, qui est vraiment aussi une tendance qui se confirme et dont on voit que
pour les clientèles du luxe, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en France, la rareté des produits vintage de luxe devient quelque chose d'absolument essentiel. Alors, pour conclure cette présentation, je dirais que, au fond, bon, si je résume ce que j'ai dit, il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a quand même, le secteur du luxe est un secteur résilient. Quand on regarde son cœur de clientèle, c'est un cœur de clientèle qui est fidèle. On voit bien que les valeurs qui sont associées au luxe, finalement, elles répondent bien à la crise actuelle. C'est une façon de se faire du bien, d'échapper à l'actualité anxiogène. Et puis, c'est des marques qui traversent le temps. Sur l'hybridation, on voit bien qu'il y a plusieurs modèles, et donc il y a une dimension culturelle qu'il faut toujours avoir en tête. On voit bien le modèle art de vivre des Français, on voit bien le modèle esthétique de la diversité aux États-Unis, et on voit, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'en Chine, la santé devient de plus en plus importante dans les attentes des clientèles. Et sur la Chine, et pour terminer, puisque la Chine c'est quand même le sujet de préoccupation de beaucoup de marques de luxe à l'heure actuelle, il y a de vrais leviers pour rebondir. Je confirme le fait que l'hybridation est une réponse aujourd'hui, et les Chinois, vous l'avez vu, sont en attente d'hybridation. Un des atouts, c'est le digital. Vous savez que les Chinois sont très avancés dans ce domaine. Pensez à Éternel Notre-Dame, l'expérience immersive virtuelle de Notre-Dame. Ça a eu un succès énorme à Shanghai. Et puis bien sûr, l'intelligence artificielle. Les Chinois sont déjà intéressés, on l'a vu, et donc là aussi, c'est une façon de rebondir et de conjurer le mauvais sort. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Rémi. Alors l'année dernière sur cette même scène était présent le CEO d'IFOP, Stéphane Truchy, qui nous a quittés en juin dernier. Les équipes de CB News ont souhaité lui rendre hommage. Vous pouvez évidemment l'applaudir. Ariel, tu voulais dire quelques mots aussi, je crois. Je voulais rendre hommage à un ami, une présence régulière. Annuellement, on avait la joie de le retrouver, d'avoir sa compétence, aussi sa bonne humeur. Je vais vous dire une chose, je pense qu'avoir compétence, bienveillance et empathie à ce point-là, et évidemment humilité, dans la même personne, c'est très très rare. Et c'est quelqu'un qui a... il a gardé un peu le secret jusqu'à la fin, et il est parti de manière très humble, et je dois dire que son souvenir, franchement, est quelque chose de très réconfortant, et en même temps énormément de regrets de ne plus avoir Stéphane Truchy à nos côtés. Voilà, merci.